Donc, Eric occupe le poste de médiateur de santé père au sein du SAMSA, service d'accompagnement médico-social adultes handicapés de Gaïa 17, mais il va nous en dire beaucoup plus tout à l'heure, service de la Fondation des Diagonesses de Reuilly. Alors ça, c'est vraiment très compliqué. Heureusement, il va tout nous expliquer. Dans ce cadre donc du médico-social, il accompagne les personnes souffrant de troubles psychiques de façon individuelle et collective. Il coanime des ateliers collectifs, informatique et piscine. Il coanime un groupe d'éducation thérapeutique du patient en rétablissement avec la filière de réhabilitation psychosociale de l'hôpital psychiatrique de La Rochelle. Il a beaucoup d'autres cordes à son arc. Président, membre d'un comité scientifique des journées sciences infirmières. Il intervient dans différentes formations. Il est toujours prêt à partager, à réfléchir, à élaborer. Et puis, évidemment, comme tous ceux qui se sont exprimés précédemment, vous êtes là et vous êtes en train de construire votre métier. On l'a dit, c'est un métier encore récent. C'est un métier qui s'exprime dans différents champs. Et effectivement, au cours de ces années, vous êtes en train de le construire. Nous espérons que nous pourrons être en construction avec vous, en tout cas dans le soutien de cette construction. Donc, Eric, je vous passe la parole. Il n'y a pas le feu, nous avons un petit peu de temps, donc n'hésitez pas, prenez votre temps. Ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas me dire. Merci, Marie-Jeanne. Ah oui, c'est vrai, je savais, j'avais oublié. On se connaît, je suis plutôt bavard de nature, donc il ne faut surtout même pas me dire ça. Mais je vais essayer quand même de respecter et surtout de permettre de l'interaction. Alors, initialement, ce qui m'était demandé, ce que vous m'aviez demandé, était de travailler, ça figure sur notre programme, celui que tout le monde a pu avoir, de faire un focus sur la pérédance en médico-social et non pas en opposition par rapport au sanitaire, mais plutôt par rapport au fait que, alors j'essaie de partager mon écran, ça sera quand même beaucoup plus simple, au fait que il y a quand même quelques petites différences entre nos deux secteurs. Je suis super spécialiste en informatique, donc voilà, ça va aller mieux comme ça. Et donc, on va se lancer dans la bataille. Donc, je suis bien médiateur de santé père en médico-social, médiateur de santé père, je crois qu'il en existe deux, puisque juste après moi, nous avons un chez soi d'abord qui va nous parler aussi et qui possède des médiateurs de santé père. Moi, je suis celui, comme ceux qui se sont exprimés précédemment, issu de la formation licence Paris Nord. Donc, voilà, je travaille, comme vous l'avez dit, Marie-Jeanne, sur un SAMSA dans la Fondation des Diaconesses de Reuilly. Alors, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui que je ne vais pas répéter, puis cet après-midi aussi d'autres vont aller enrichir un petit peu. Je voulais juste schématiquement rappeler ce que c'est qu'un médiateur de santé père. C'est une personne qui se caractérise à la fois par son parcours de rétablissement en santé mentale. Les médiateurs de santé père sont des personnes qui interviennent uniquement pour l'instant en santé mentale, alors que les pères aidants, on l'a vu, peuvent intervenir dans bien d'autres secteurs, avec cette nuance qui est importante et qui a déjà été indiquée, à savoir que le parcours de rétablissement en santé mentale n'est pas synonyme de guérison. Laurent l'a exprimé également, il s'agit plus d'une forme de philosophie, de parcours de vie qui conduit à vivre avec sa pathologie en prenant soin, tout comme on le ferait avec un diabète chronique, c'est-à-dire je ne suis pas diabétique, je suis une personne qui héberge le diabète et avec qui je vis et c'est moi qui ai le pouvoir et c'est pas lui. Ce parcours de rétablissement permet d'acquérir un certain nombre de compétences. Ça ne s'arrête pas. J'aime pas du tout quand j'entends parler de parcours de vie, par exemple, parce que le parcours de rétablissement, c'est un épisode du feuilleton que représente notre vie. Qui a nécessité un peu plus d'énergie et on sous-estime très souvent la force des pères aidants justement dans ce domaine. Il est important pour être père aidant, on l'a dit, on le redira certainement, d'avoir pris de la distance par rapport à son parcours parce que être
sur un pied d'égalité dans la paire aidance avec les pères aidés, ça signifie ne pas être trop sensible aux situations qu'on peut rencontrer, voire se préparer à des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Et puis, j'insiste, la formation, j'en ai parlé, donc je la laisse de côté, sur le fait que, effectivement, là c'est Camille qui l'a un peu évoqué, mais Laurent l'a fait également, il y a le rôle important que le médiateur de santé père et les autres pères aidants, professionnels ou non, ont concernant les compétences et savoirs complémentaires à leur pathologie. Nous ne sommes pas que des spécialistes du rétablissement et du développement du pouvoir d'agir, et heureusement, nous sommes des êtres humains comme les autres, non mais. Alors, je voulais poser le cadre aussi de la définition de la santé et de la santé mentale, parce que la paire aidance, que ce soit en médico-social ou en sanitaire, elle s'inscrit dans ces deux éléments-là. Alors, rappelez que la santé, c'est non pas l'absence d'un problème quelconque, mais que c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Autant dire que je ne suis pas certain qu'on soit tous en état de bonne santé tout court, sachant qu'il doit bien y avoir quelque chose dans les trois aspects qui ne doit pas fonctionner correctement. Et puis, la santé mentale, je retiens simplement ce que j'ai surligné en bleu, c'est-à-dire que l'OMS définit que la santé mentale, c'est la bonne santé d'une personne qui est capable de s'adapter aux diverses situations de la vie et qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer ou pour travailler à la modifier si c'est possible. Le temps court, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais ça laisse quand même un sacré champ sur le médico-social. Alors, sur le secteur social, je ne vais pas en dire long, je prends simplement deux définitions, celle de l'ONU de 1959, qui est toujours valable, et qui est un petit peu généraliste, qui dit que, en gros, les travailleurs sociaux sont les travailleurs dont l'activité consiste à aider à l'adaptation réciproque des individus et de leur milieu social. Ça veut dire que si le milieu social est un milieu un peu modeste, eh bien, vous devrez faire avec. C'est un petit peu la définition qu'on pourrait reprendre de Bourdieu sur les héritiers, quoi. C'est-à-dire, la transmission sociale ne se fait pas forcément bien. C'est un petit peu dommage. Le Conseil économique et social en France a une définition qui colle beaucoup mieux, qui consiste à dire que le travail social a pour vocation première d'aider à ce qu'une personne, une famille ou un groupe de personnes ait accès aux droits que la société lui confère et crée ou recrée des liens sociaux. Et là, on retrouve bien la paire aidance et toutes les activités autour du social et pas de la santé pour l'instant. Alors que le secteur médico-social, lui, désigne l'ensemble des activités qui tendent à promouvoir l'autonomie et à prévenir l'exclusion. Mais elle se centre, cette activité, sur les personnes handicapées, les enfants, les familles vulnérables ou encore les personnes âgées. Autrement dit, quand on apparaît dans le secteur médico-social, on voit la différence avec le secteur sanitaire, dans le sens où le secteur sanitaire développe essentiellement ce que l'on appelle le cure, que j'ai vu tout à l'heure passer dans les commentaires, alors que le médico-social va prendre plus précisément en charge le care. Les deux sont complémentaires et c'est une exception française que je trouve un peu dommage que d'avoir séparé le social et le médico-social. Mais il y aurait beaucoup à dire sur l'historique finalement qui a conduit à cette scission qui va peut-être progressivement se diminuer puisque les collaborations, les appels à collaboration sont extrêmement sollicités. La différence avec le secteur sanitaire, donc, c'est que on a une approche qui est plutôt centrée sur la personne au sens large, c'est-à-dire esprit et physique. Alors que on va avoir sur le secteur sanitaire plutôt, je dis bien plutôt, parce que sinon je vais me faire étriper, une tendance à se centrer plutôt sur la clinique, sur la pathologie. Quand je suis rentré à l'hôpital aux urgences pour mon diabète, j'ai l'impression que pendant 10 jours, je n'existais pas. Il y avait que le diabète qui existait. Bon, ça s'est arrangé depuis, mais pour moi, pour le diabète aussi, pas forcément pour la perception que j'en ai. Quelques chiffres pour revenir un petit peu sur le médico-social. Alors, le Covid étant passant par là, les chiffres récents, j'ai pas pu y accéder, mais cela donne au moins des ordres de grandeur. Là, il s'agit des effectifs salariés répartis dans le secteur social et médico-social. Vous voyez que la plus grande catégorie de salariés, le plus grand nombre de salariés concerne les aides à domicile sous des différentes formes, suivi
des personnes âgées, l'accueil des jeunes enfants, des personnes âgées, et que on a ensuite des proportions beaucoup moindres sur les enfants adultes handicapés, enfants adultes et familles en difficulté, et les services d'aide à domicile différents. Il y a environ 30 établissements et services médico-sociaux en France, 30 000 établissements, pardon, 30, ça fait pas beaucoup, hein. Et pour compléter ce petit tableau, en nombre de personnes qui ont bénéficié des services, il faut savoir qu'il y a 1,2 million de personnes âgées et ou handicapées qui ont été accompagnées dans leur parcours de soins et ou de vie. Un chiffre qui me semble très important, c'est que 89% des places pour personnes handicapées dans les établissements sont de statut privé à but non lucratif. C'est-à-dire que si la santé est une prérogative d'État, le médico-social est présent dans 89% des structures et seuls 10% des structures publiques occupent le médico-social. Soit 1 124 salariés dans l'ensemble privé non lucratif sanitaire et social et 162 000 salariés en 2017 dans la branche santé publique du secteur sanitaire et social. Je vous fais un petit dessin rapidement sur la galaxie et ceux qui n'y figurent pas voudront bien m'en excuser. Il y a un nombre impressionnant de structures qui figurent dans le secteur médico-social. Vous trouverez peut-être en regardant cette diapositive quelques intrus. Ce n'est pas tout à fait des intrus parce que sans cela, on aurait parfois du mal. Par exemple, je travaille sur un SAMSA. Pour que les personnes arrivent à un SAMSA, il faut que ces personnes nous soient adressées par la maison départementale des personnes handicapées. Donc, c'est un partenaire du médico-social, si ce n'est un partenaire actif qui intervient en direct dans l'accompagnement. Il intervient quand même en direct dans l'orientation. Les ARS, évidemment, et j'ai mis l'aide sociale à l'enfance, puisqu'on a dans le médico-social, on l'a vu tout à l'heure, l'enfance. Tous ceux qui sont dans des structures qui ne sont pas là ne m'en voudront certainement pas, sachant que certaines de ces structures sont des structures qui existent également, pour certaines, dans le secteur sanitaire. Je pense au SAMSA, par exemple, ou il y en a d'autres, mais qui sont dans le secteur sanitaire. Et puis, parce que le temps court et que j'ai promis que je respecterais quand même le temps, j'ai essayé de schématiser en 3 catégories les principales missions qui sont les miennes. Donc, ce ne sont pas toutes les missions de tous les médiateurs de santé père et tous les pères aidants professionnels en SAMSA, mais ça vous donne une petite idée de la diversité des actions. En ce qui me concerne, je suis référent de 6 parcours individuels et la référence de parcours, ça veut dire que vous centralisez l'ensemble des actions, y compris les actions soignantes. Et je peux vous dire que quand vous êtes un ancien patient ou un patient, puisque vous avez compris que le rétablissement en santé mentale ne signifiait pas guérison, c'est pas toujours facile d'avoir des échanges avec des soignants qui sont pas ceux du service, mais qui sont les soignants que se sont choisis ou dont bénéficient les personnes accompagnées. Je co-anime les 2 ateliers, comme Marie-Jeanne l'a dit. Alors, j'ai fait le choix de co-animer 2 ateliers qui sont complètement opposés. L'informatique, bon, c'est une de mes compétences. On voit un intellectuel qui porte bien, parle bien et connaît bien la technique, alors que quand vous êtes en maillot de bain autour du bassin, on voit plus tout à fait la même personne et je trouvais que c'était important dans l'accompagnement que ces 2 aspects-là soient visibles. Je suis co-animateur des GER. Alors, les GER, ce sont les groupes d'entraide à la recherche d'emploi. Il me semble que l'emploi est extrêmement important pour l'accompagnement des personnes. Attention, par contre, à ne pas confondre l'emploi et l'emploi salarié. Tout à l'heure a été évoqué à plusieurs reprises concernant les pères aidants, qu'il y avait des pères aidants bénévoles et des pères aidants salariés. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas parce qu'on est père aidant formé et salarié qu'on est forcément plus pertinent ou plus compétent que les pères aidants bénévoles. Mais en l'occurrence, moi, je suis salarié, donc je parle de ça. Support aux familles, je me disais bien que l'UNAFAM serait sensible à ce type de choses. Alors, il faut savoir que c'est pas dans mes missions au départ, mais que heureusement, comme le métier de père aidant est un métier qui se structure, il me semble difficile, voire impossible, d'accompagner les gens en excluant complètement leur environnement proche, que ce soit familial, que ce soit au niveau des amis. Bon. La difficulté, c'est que c'est pas pris en compte déjà dans le temps qui est passé. Et l'autre difficulté, c'est qu'il faut faire attention à ce que des gens qui sont en besoin, et on voit que les familles sont souvent en besoin,
n'accapare pas le père aidant qui est quand même d'abord dédié au père aidé. Ceci étant, il y a beaucoup de situations qui se sont inversées parce que j'ai rendu, ou d'autres peut-être l'ont fait, mais puisque c'est moi qui ai la parole, lisible ce que l'on faisait, comment on le faisait, apporter un éclairage différent sur les perceptions, les actions, les non-actions de leurs enfants. Et ça a souvent facilité la compréhension, voire l'orientation des personnes qui vivaient au quotidien avec leurs enfants. Et donc, j'y tiens et je continue à travailler avec Gaïa pour que on puisse progressivement rendre ça non pas optionnel, mais que ça fasse partie de mes missions. Et puis, je suis personne ressource pour les autres services. Comme Marie-Jeanne nous le disait, Gaïa est une grosse structure qui occupe les 2/3 du département de la Charente-Maritime, donc avec des GEM, SAVS, foyers, ESAT, accueil des migrants. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Et donc, le regard du père aidant est intéressant à l'intérieur de l'équipe. En interne, je contribue à installer et renforcer les concepts de rétablissement et de développement du pouvoir d'agir, et non pas de l'empowerment. Mais ça, c'est un choix personnel. L'empowerment, c'est plutôt lié à la gestion des entreprises et des partenaires à qui on donne le pouvoir en lui déléguant une certaine tâche. Moi, je suis plutôt du côté de la définition de Yann Le Bossé sur le développement du pouvoir d'agir, qui est le développement du pouvoir d'agir par soi et pour soi, et non pas par prescription, parce qu'on pense que c'est bien que vous agissiez dans ce sens-là. Concrètement, ça veut dire que j'interviens sur des formations de mes collègues qui, à l'époque, étaient externalisées. Et maintenant, on est en train d'installer cette culture avec l'ensemble des services que vous avez dans la colonne 1 pour que, par formation et régulièrement, par piqûre de rappel, les choses suivent les modifications qui sont nombreuses. Je collabore avec le service emploi-formation parce que mon ancien métier, c'était ingénieur pédagogique et que on aurait tort de s'en priver. Les compétences complémentaires, ce sont les fameux soft skills dont je parlais, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis un petit clin d'œil, je suis référent informatique pour la partie nord du département, sachant qu'on a on a coupé le département en deux, avec à peu près Rochefort au milieu, et donc je vais de Rochefort jusqu'à Maran, et puis mon collègue fait Maran jusqu'à Arvers, pour ceux qui connaissent la Charente-Maritime. Et enfin, et je serai presque dans les temps, j'aurais encore dépassé, mais ça, chez moi, c'est infernal. Je tiens beaucoup, et hier, il y avait une réunion institutionnelle avec le directeur régional, à ce que les choses se fassent avec nos partenaires, les partenaires locaux, les partenaires nationaux, voire les partenaires internationaux. Mon directeur de mémoire, quand je préparais mon master en sciences de l'éducation, me disait « on n'a jamais raison d'avoir raison seul ». Et il avait raison, pour une fois. Et donc, j'ai contribué alors à un ETP qui est un peu particulier dans le sens où cet ETP est un ETP qui est conçu par un père aidant du médico-social et qui est co-animé dans le cadre du sanitaire. C'est un ETP rétablissement qui s'adresse à des personnes qui sont diagnostiquées schizophrènes. Ce qui est important, c'est que la conception à la base vient d'un père aidant et non pas vient d'une équipe soignante du secteur sanitaire. J'interviens dans beaucoup de formations de partenaires. Là, cette semaine, j'ai deux autres. La semaine prochaine et la semaine d'après, j'ai deux autres formations sur lesquelles j'interviens, notamment sur l'accompagnement au projet de vie, sur l'IRTS, les IREPS, la Fondation John Bost, etc. Toujours sur la pérédance, etc. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure en me présentant, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que ce que je partage, je reçois aussi beaucoup des gens quand on est en présentiel dans les formations, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Je ne vais pas reprendre, vous l'avez expliqué, je suis membre du comité scientifique des journées sciences infirmières du Congrès français de psychiatrie, c'est le seul père aidant qui en fait partie. Je suis membre associé à Santé mentale France et je suis présent dans les différentes instances locales, les comités locaux de santé mentale, les programmes territoriaux de santé mentale, l'UNAFAM locale, mais aujourd'hui nationale, et je vous en remercie, et l'Agence régionale de santé, que ce soit de la plus grande région de France qui est la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de sa délégation en Charente-Maritime. Je vais passer cette diapo, sinon on en a pour la journée. Si le diaporama peut être ensuite transmis aux personnes, ce sera pas plus mal. Et je vous remercie de m'avoir suivi au pas de charge. Merci, Éric. Alors, c'est peut-être au pas de charge, mais nous avons la chance
de t'avoir encore avec nous un petit peu, puisque les deux intervenants qui devaient te compléter la vision et surtout la notion de père aidant dans le médico-social ne peuvent être présents aujourd'hui. C'est vrai que la pérédance, dans le cadre de Un chez soi d'abord, avait du sens dans le cadre de ce colloque. Malheureusement, ils ne peuvent pas être avec nous, ce qui va nous permettre de te poser un certain nombre de questions. La première, ça va être une question de ma part, parce que si j'ai bien compris, tu as dit que tu avais un problème avec le terme parcours de vie. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus et pourquoi ce terme te pose question? Alors, je vais essayer de faire bref, hein, même si j'ai bien compris, j'avais un peu plus de temps. C'est la première fois qu'on me dit ça, parce qu'on s'est rencontrés tous les deux à Angers la semaine dernière où on était très cadrés. Alors, ça me pose un problème dans la terminologie. C'est-à-dire que la vie, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, de la naissance à la mort, voilà, quelle que soit la durée de cette vie. Et que, à la fois, les institutions n'interviennent pas 24 heures sur 24, il y a une contrainte de continuité de service, mais par exemple, moi, je finis à 17h30 et s'il arrive quelque chose à 18h aux personnes que j'accompagne, elles n'ont pas de père aidant sous la main. Le deuxième élément, c'est simplement que, comme je l'ai vite survolé tout à l'heure, le parcours de vie, c'est cet ensemble que l'on ne programme pas. Et ça renvoie à cette notion de projet de vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a quelques années, j'avais le vent en poupe, j'étais ingénieur pédagogique, je travaillais en Afrique, je faisais plein de choses. Jamais j'aurais prévu ça. Donc, on a cette espèce de notion de continuité qui existe, mais nous n'intervenons que de façon ponctuelle. C'est-à-dire que on travaille sur le fait que les pères aidés sont des gens qui vont s'autonomiser autant que faire se peut. Et donc, c'est pas pendant toute leur vie qu'on va les accompagner. C'est pendant un temps. Donc, ça peut être un parcours expérientiel avec un père aidant qui fait suite à un parcours expérientiel qui a déjà commencé auparavant. Mais ça peut rarement être un parcours de vie. Nos structures ne sont pas prévues, et heureusement, pour accompagner à vie les personnes. Merci. Derrière, il y a une autre question qui tout au long un peu du chat, il y a la question de la rechute fait partie du parcours. Alors, dans le cadre de l'addictologie, pour être père aidant, il faut être sorti de l'addiction. Alors, comment vois-tu cette question? Parce que tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous, Camille, Laurent, vous avez vraiment dit il y a un chemin du rétablissement. Et comme toujours, dans un chemin, il peut y avoir des cailloux et on peut tomber. Donc, comment finalement ce métier de père aidant, comment peut-il quand même être porté par des personnes qui ont droit à rechuter si c'est malheureusement un des accidents de leur vie? Alors, ma pathologie n'était pas l'addiction, mais je vais y répondre. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un qui exprime son mécontentement ou son désaccord sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être sevré pour être père aidant. J'avais pas l'intention de dire ça de toute façon. Ce qui est important, c'est que on l'a peut-être pas exprimé suffisamment. Mes collègues qui sont ici en plus de la même promotion que moi, donc on se connaît bien, Laurent et Camille. Chacun avec leur pathologie différente, l'ont laissé entendre, il faut tenir compte, prendre en compte sa propre écologie personnelle. C'est-à-dire que il faut considérer que la pérédance, c'est d'abord un métier, quand c'est professionnel, difficile, parce qu'on est dans une situation pérédance en santé mentale, entendons-nous, puisque je ne connais pas les autres domaines de pérédance, donc je ne pourrais pas parler pour les autres. C'est un métier difficile, qui peut nous soumettre à des épreuves qu'on n'aurait pas forcément rencontrées par ailleurs si on avait fait un autre métier. Moi, quand j'intervenais dans la formation,
peu m'importer finalement l'état de santé mentale des personnes que j'accompagnais. En revanche, si je ne fais pas attention à mon écologie, si je ne continue pas à suivre les traitements qui me sont prescrits, si mon entreprise, mon employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour éviter de trop me fatiguer, parce que j'ai une très grande fatigabilité, d'autant plus que je dépense généralement beaucoup d'énergie, donc ça n'arrange pas les choses. Donc, je dirais en un seul mot, pas en un seul mot, en une phrase très courte, il faut absolument, sachant, comme tu le dis, qu'il y a fatalement des ornières sur notre route, en tant que père aidant, comme en tant que personne, on va dire, citoyen normal entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normal et d'anormal, mais citoyen, il faut absolument tenir compte de son écologie. Et c'est ce que nous a appris notre parcours de rétablissement, c'est ce qui a pu être renforcé par les formations universitaires ou autres. Et c'est pour ça que j'évoquais, et que je l'avais mis dans une case spécifique, cette fameuse indispensable prise de distance par rapport au parcours où on était dans le pire de la situation. Donc, écologie personnelle, traitement, communication et intégration signifie aussi parfois dire et être entendu de ceux qui vous soignent ou de ceux qui vous embauchent quand vous êtes professionnel. Est-ce que ça répond à ta question ? Tout à fait. Et je crois que c'est très important de dire que, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'écrit dans le chat, ma rechute dans mon parcours m'a rapproché de mes pairs. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point important. Il y a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on devient père aidant, est-ce qu'il existe des pères aidants pour les enfants, et on pourrait rajouter la question, est-ce que être père aidant dans le médico-social, c'est une formation particulière ou pas, et comment finalement toi tu es arrivé à être père aidant dans le médico-social alors que la majorité d'entre vous, vous êtes plutôt père aidant dans le domaine du sanitaire. Oui. C'est bien cette dernière question, elle me rapproche un peu. Alors pour les enfants, je ne saurais trop dire parce que on l'a pas évoqué, je n'ai pas rencontré de père aidant dans ce domaine-là. Et en même temps, il faut se rappeler que le père aidant, si on reprend l'excellente introduction d'Ève Gardien tout à l'heure, sous-entend cette espèce de parité. Alors, est-ce que moi, j'accompagne par exemple des gens qui sont plus des enfants, mais qui auraient l'âge d'être mes enfants, qui ont 21, 22, 23 ans, et il y a fatalement quelque chose qui se passe entre le fait que j'ai un côté très paternel et le fait que peut-être on peut avoir eu des problèmes avec l'image paternelle. Donc, pour les enfants, je pourrais pas trop répondre. Pour ce qui est de mon arrivée dans le médico-social, je vais essayer de faire court. Tu connais ma propension à faire court. Je suis arrivé par le diabète, mais dans un drôle de chemin d'accès. En fait, j'ai fait une crise d'acidocétose, un coma cétosique. Je suis rentré par les urgences, je me suis réveillé, on m'a traité pendant 10 jours, je suis resté sur place. J'ai rencontré la psychologue du service qui m'a dit « Je peux rien faire pour vous, le diabète, ça, on s'en occupe. Par contre, vous devriez aller au CMP. » Et au CMP, c'est là qu'ont commencé les choses sérieuses en ce qui me concerne. Autrement dit, j'y suis arrivé par hasard. Et il se trouve que Gaïa avait transmis une offre d'emploi puisqu'il recherchait à participer à la deuxième expérimentation des pères aidants que mettait en place le CCOMS sur l'ensemble du territoire, en l'ouvrant au médico-social. Je crois que Bérénice Tedel, qui sera là cet après-midi, en parlera certainement bien mieux que moi. Il se trouve que mon médecin psychiatre a proposé ma candidature avec mon assentiment très relatif. Je n'avais pas envie de bosser particulièrement. Et donc, je me suis retrouvé avec 6 autres candidats, passer les entretiens d'embauche, plus, alors là, ça se fait par téléphone, mais à être retenu finalement par Gaïa. Il est de bon ton souvent de dire « j'ai toujours voulu, après ma maladie, être au service des autres ». J'insiste sur la difficulté que ce métier représente. Être au service des autres, ça veut dire être disponible pour les autres, bien entendu, mais aussi disponible pour soi. Or, je ne me sentais pas du tout disponible pour les autres, déjà que moi, je m'en fichais complètement, quoi. Et 4 ans et demi après, puisque ça fait 4 ans et demi que je fais ce travail à temps plein, je peux confirmer que c'est extrêmement complexe, cette double contrainte de disponibilité pour soi et de disponibilité pour les autres. Quand on me dit, moi, j'ai toujours pensé que je serais bien au service des autres, c'est tout à fait possible. Mais il faut vraiment mesurer
ce que cela signifie en investissement. Et je vais prendre 2 exemples. Une personne dont je m'occupe actuellement, dont je suis référent de parcours, qui souffre de troubles dissociatifs. C'est un truc, bon, alors là, j'étais pas du tout préparé, donc il y a un gros boulot à faire pour savoir de quoi il s'agit et comment je m'incruste un petit peu dans le traitement psychiatrique, la psychothérapie par EMDR, etc. Et puis de l'autre côté, moi, le père aidant, celui qui a l'expérience d'être passé par des moments difficiles. Et c'est pas simple ça. Là, c'est vraiment très complexe parce qu'on va toucher à la fois le sanitaire qui va pas forcément toujours vous entendre, qui croit pas, qui vous dit mais moi je suis désolé, c'est quelqu'un qui simule, machin, etc. Enfin bon voilà. Et puis il y a vous de l'autre côté qui voyez la personne au quotidien et qui voyez bien qu'elle vit quelque chose qui va pas. Alors vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez pas TDI si vous voulez, mais il faudra bien l'appeler d'une façon ou d'une autre et tenir compte de cette réalité. Donc la difficulté, elle est à la fois technique, elle est à la fois affective. Et elle est au quotidien. Moi, je rentre chez moi, la porte est fermée, mais dans mon esprit, les situations vécues la journée sont encore présentes. Donc ça, c'est important. L'autre exemple, puisque j'en ai présenté 2, elle a changé de région, donc elle n'est plus dans notre SAMSA. J'accompagnais une personne qui était diagnostiquée porteuse de mutisme sélectif. Alors voilà, encore une nouveauté. Une personne qui ne s'exprimait que avec son père et sa sœur, et qui se déplaçait à peu près à la moitié de la vitesse d'un escargot, quelle que soit la raison pour laquelle elle se déplaçait. Incompréhensible, affabulation. Enfin, j'avais des retours des psychiatres et du personnel soignant qui n'étaient pas ce que je percevais. On communiquait, on avait trouvé un moyen de communiquer par SMS parce qu'elle ne parlait pas par la parole. Alors même quand elle était avec moi en voiture, elle m'envoyait des SMS, je lui envoyais des SMS. Pas en conduisant, évidemment, hein. Mais voilà, ça donnait ces éléments-là. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment arriver au métier de père aidant, ça ne doit pas reposer uniquement sur la bonne volonté. Il faut, d'une part, bien se renseigner sur ce que c'est. Moi, je conseille souvent le bénévolat, justement, parce que c'est un bon moyen de s'essayer et dans des structures où, a priori, on va vous accueillir, parce qu'il y a un autre élément qui vient s'ajouter à ça et auquel on pense qu'une fois qu'on est à l'intérieur, c'est la préparation préalable des équipes sanitaires ou médico-sociales aux 2 concepts que sont le rétablissement et le développement du pouvoir d'agir. Et quand les équipes en ont soit pas de vision du tout, soit une vision très hospitalo-centrée, soit très socio-centrée, eh ben vous êtes entre les deux en vous disant bah ouais, moi je suis médiateur de santé père, je suis entre les deux quoi. Donc c'est aussi important le lieu où on va exercer, qu'il soit préparé, d'accord ou pas, ça se discute, mais au moins qu'il soit important. C'est un point qui ressort beaucoup dans la conversation, hein. C'est-à-dire l'avenue d'un père aidant dans une équipe, elle doit être préparée pour qu'il puisse trouver sa place et du coup dans l'ensemble finalement des professionnels qui sont présents. Alors nous allions, voilà, je pense que Eric, nous allons te libérer. Moi, je reste avec vous cet après-midi. Hein. Oui, mais voilà, libérer pour l'instant. Donc, merci beaucoup. Il y avait peut-être une dernière question, mais du coup, si tu peux répondre en quelques mots, c'est est-ce que tu as de l'analyse des pratiques dans ton travail de médiateur de santé père dans le médico-social? Oui, 2 fois. Oui, la première, c'est que le CCOMS a souhaité que, dès le début, les médiateurs de santé père bénéficient d'analyses de pratiques entre médiateurs de santé père. Alors, au début de la première promotion, puis après, c'est venu se greffer d'autres promotions. Pour ce qui me concerne, j'ai pas choisi, alors que j'avais le choix entre Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-Loire. J'avais commencé avec les Pays-de-Loire, donc c'est le CREPSI des Pays-de-Loire avec qui je continue et je trouve ça passionnant. Et très instructif de voir évoluer les mentalités, et parce que la formation a changé aussi, parce que les questions se posent de plus en plus avec des cercles plus larges. Donc, il y a ces espèces d'échanges de pratiques plus que d'analyse. Et de l'autre côté, je suis intégré, comme tous les salariés de Gaïa 17, aux supervisions
qui sont indispensables à la fois parce qu'on est très éclaté sur le territoire et en même temps de prendre connaissance et de pouvoir échanger, de pouvoir partager avec d'autres professionnels que sont les infirmiers, infirmières, éducateurs spécialisés et maîtres d'atelier, etc. C'est vraiment très important et ça permet de contribuer aussi à ce que la structure assoie un petit peu plus à chaque fois sa compétence dans le domaine du rétablissement et du développement du pouvoir d'agir. Donc, 2 fois oui, supervision en interne et échange de pratiques ou analyse de pratiques, mais l'analyse signifierait une grille d'analyse avec le CREPSI des Pays de Loire. Merci beaucoup, Éric.